Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Grand Palais à Paris pour cette nouvelle émission en public consacrée aujourd'hui au sol, à l'agriculture, à la forêt, qui joue effectivement un rôle fondamental dans la grande question du réchauffement climatique, non seulement parce que les sols sont des sources de carbone, mais également, et ça on le dit souvent moins, on va s'y arrêter longtemps dans cette émission, sont également des puits de carbone et vont donc jouer un rôle très très important dans l'avenir. C'est donc une émission qui s'inscrit dans l'actualité puisque nous sommes dans le cadre de la COP21 et également, il ne faut pas oublier de le dire, dans le cadre de la Journée mondiale des sols qui a lieu chaque année au début du mois de décembre. Avant de vous présenter mes invités, mes premiers invités, parce qu'ils vont être nombreux pendant cette émission, je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire. Saviez-vous que le sol est une richesse de notre planète dont on ne connaît jusqu'à maintenant qu'une infime partie? Et oui, pourtant, c'est bien à lui que l'on doit notre nourriture. Mais ce n'est pas tout, car il nous sert aussi à réguler notre climat. Bon, ça paraît compliqué comme ça, mais on va tout vous expliquer. Dans cette émission, nous allons voir comment fonctionne le sol et de quelle manière il stocke le carbone. Mais surtout, nous allons faire le point sur toutes les menaces qui pèsent sur lui, en France et dans le monde. Érosion, urbanisation, désertification, perte de fertilité, déforestation, le tableau est alarmant. Mais heureusement, il existe des solutions, notamment du côté de nos pratiques agricoles. Pour les découvrir, nous avons enfilé nos bottes pour rendre visite à des producteurs en transition vers l'agroécologie. Nous nous sommes aussi rendus dans une ferme pour parler permaculture, une conception bien éloignée de nos pratiques actuelles. Enfin, nous essaierons de répondre à la question suivante. La guerre du sol a-t-elle déjà commencé ? Oui, et puis au-delà de ce constat parfois un petit peu inquiétant, on va mettre un petit peu d'optimisme dans tout ça parce qu'il y a quand même des solutions, on va les évoquer, notamment ce fameux programme 4 pour 1000 dont nous allons parler. Alors je vous présente nos invités. Jérôme Mousset, bonjour. Vous êtes chef du service agriculture et forêt de l'ADEME. Je rappelle, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est bien ça. Dominique Arouet, bonjour. Vous êtes un grand spécialiste des sols. Vous êtes ingénieur agronome à l'INRA et président de l'Association française pour l'étude des sols. Et puis Philippe Tillousbord, avec nous également, vous êtes ingénieur agronome. Vous présidez aujourd'hui la Fondation Avril, reconnue d'utilité publique, dont l'un des objectifs est notamment, parce que je ne vais pas tous les donner, mais j'ai bien lu, prévenir et adapter les systèmes agricoles et d'élevage au changement climatique. C'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Une première question, Jérôme Mousset. Vous avez sorti une très belle brochure, d'ailleurs très intéressante, très pédagogique pour tout le monde sur les sols et l'état des sols. Ça s'appelle « Carbone organique des sols, l'énergie de l'agroécologie, une solution pour le climat ». Pourquoi un enjeu comme ça des sols? On s'intéresse à l'enjeu des sols comme ça aujourd'hui. Peut-être déjà pour commencer, je pense que l'objectif de ce guide, l'enjeu de ce guide, c'est de porter à connaissance la thématique sol, qui nous semble insuffisamment connue du grand public et des décideurs en général. Les enjeux du sol sont multiples. Et avant de parler du climat, on peut juste rappeler l'enjeu alimentaire. 95% de l'alimentation mondiale vient des sols. Et donc de la qualité de nos sols dépend la qualité de notre alimentation et la quantité aussi de notre alimentation. Il y a donc un véritable enjeu à préserver et de suivre de près cette pour qualité. L'humanité, c'est évident. Pour l'humanité. Et l'autre enjeu, c'est bien évidemment la question du climat. Voilà, parce que c'est notre thème quand même aussi aujourd'hui. Voilà, et donc c'est la COP21, et on sait qu'il faut réduire les gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Pour un pays comme la France, c'est une division par 4 qui est attendue, et à l'horizon 2030, c'est moins 40%. Beaucoup d'études ont été faites pour regarder comment on peut atteindre ces objectifs, et ce qui ressort de manière générale, c'est qu'on ne peut pas atteindre ces objectifs sans une contribution forte de l'agriculture et de la forêt. Tous les scénarios le montrent. Alors justement, on disait, on va y venir, puits de carbone, mais d'abord source aussi, enfin on produit aussi du carbone avec toutes les activités
agricoles ou qui sont autour. On peut rappeler ce chiffre, on l'estime à combien? À peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre. Oui. Et anthropique, c'est-à-dire anthropique, on est d'accord, ça veut dire activité humaine. Oui, voilà. Au niveau mondial et au niveau de la France, c'est de l'ordre de 20%. Ce qui est important de bien souligner, c'est que le secteur de l'agriculture et de la forêt est complètement différent des autres secteurs, qui sont essentiellement des problématiques énergétiques. En agriculture et en forêt, c'est le monde du vivant. Et on a justement des émissions qui sont dites non énergétiques. On a aussi cette capacité à produire de la biomasse pour faire des énergies renouvelables ou des biomatériaux. Et on a cette fameuse capacité à stocker du carbone dans les sols et dans la biomasse. Quand on regarde les chiffres donc, sur ce stockage du carbone, c'est que les quantités de carbone dans les sols sont énormes. On a plus de carbone dans les sols qu'on en a dans l'atmosphère. Ouais. Et donc toute variation de ce carbone-là va générer des flux. Si on déstocke, on va être émetteur. Évidemment. Et si on stocke, on va être un puits de carbone. Donc le but, c'est de moins déstocker, de plus stocker. Et tout l'enjeu, c'est de gérer des sols pour en faire un puits et donc un acteur, une solution pour la lutte contre le changement climatique. D'accord. Dominique Arouet, alors vous, ça fait des années que vous vous bagarrez pour que l'on ait des sols durables. D'ailleurs, le 4 pour 1000 dont on a parlé tout à l'heure, il y a pas mal d'années, je crois que vous aviez sorti ce chiffre-là, l'INRA. 1999. 1999, oui. On est en 2015 et il a fallu 16 ans pour que ça passe dans les politiques publiques, mais ça passe. Bah, vous voyez, ça passe quand même, ça finit par arriver, il faut être optimiste. Comment vous expliquez, vous, aujourd'hui, cette prise de conscience? On a l'impression qu'il y a une prise de conscience quand même, il y a de plus en plus de... Oui, je pense qu'on n'a jamais autant parlé des sols que maintenant. Alors, l'initiative 4 pour 1000 est un excellent exemple, puisque il y a 40 pays qui ont signé, il y a 100 organisations nationales, internationales qui ont signé cette initiative, donc c'est une grande réussite. Mais il y a eu d'autres choses qui se sont passées au niveau mondial. Il y a eu le partenariat mondial sur les sols qui a été mis en place par la FAO en 2013. Il y a eu l'adoption de la Journée mondiale des sols et de l'Année internationale des sols par la FAO et par l'ONU. C'est-à-dire tous les pays de l'ONU ont reconnu le sol comme étant un maillon central en fait de la Terre, de notre bien vivre. Donc on a vraiment des enjeux mondiaux qui sont en train d'apparaître. Alors tout ça c'est bien beau d'avoir des enjeux mondiaux, mais il faut que ça se décline. C'est-à-dire qu'il faut penser globalement, mais il faut agir localement. Et localement, ça se décline également. C'est-à-dire que par exemple en France, on a eu très récemment un rapport du Conseil économique, social et environnemental sur la bonne gestion des sols agricoles. On a tout un tas d'actions qui sont en train de se développer au niveau national, au niveau interministériel, avec le soutien des ministères, avec le soutien de l'ADEME. Et puis, ça se décline encore plus bas. Ça se décline au niveau des régions, ça se décline au niveau des groupements d'agriculteurs, des chambres d'agriculture. C'est en train, enfin, d'émerger. Et c'est normal que les sols émergent, même si la montée des eaux risque d'être submergée un petit peu avec le changement climatique. On a du mal à se faire entendre quand même parfois. Mais si on insiste un peu, on y arrive. Oui, d'accord. Philippe Toulouse-Borde, en cherchant comme ça, je me dis, les sols sont depuis quand dans les négociations sur le climat? Et finalement, ça remonte qu'à 2011. C'est tout récent, oui. Comment on explique ça, le fait qu'on n'ait pas tenu compte des sols? Écoutez, même quand vous prenez en considération les travaux du GIEC, qui sont quand même plus anciens, dans les négociations internationales, vous vous rendez compte qu'ils le reconnaissent eux-mêmes, le sujet du sol n'a été pris en compte que très récemment, et qu'ils demandent avec insistance maintenant à ce qu'on prenne d'une manière plus précise le potentiel du sol. Avant d'aller plus loin justement sur le stockage du carbone, je voudrais quand même qu'on fasse un petit rappel, parce que le sol, on le piétine tous les jours, tout le temps, mais finalement on le connaît très très mal. Donc on va regarder une première animation que nous avons produite avec l'Esprit Sorcier pour essayer de rappeler quand même l'essentiel de ce que nous devons connaître du sol. C'est parti. Dis donc, j'ai entendu dire qu'il fallait du temps pour créer le sol. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on fait pour créer du sol? Eh bien, c'est l'altération progressive des roches sous l'effet du soleil, de la pluie, du vent, des animaux et des plantes qui crée le sol qui se trouve sous nos pieds. Et cette altération, elle demande du temps. Beaucoup de temps. Tiens-toi bien. Il faudrait 500 ans pour créer 5 cm de sol. 500 ans, ça paraît fou. C'est pour ça qu'on dit que le sol est si précieux. Pas seulement.
Le sol contient de l'eau, de l'air, des minéraux, mais c'est aussi une incroyable réserve de biodiversité. Sur 1 hectare de sol, on recense entre 1 et 5 tonnes de vers de terre et autres petits animaux, sans compter ce que l'on ne voit pas à l'œil nu. 1 gramme de terre contient près d'1 milliard de bactéries appartenant à plusieurs centaines de milliers d'espèces différentes. Dans ce même gramme de terre, on trouve aussi près d'1 million de champignons de plusieurs milliers d'espèces. Bref, pour faire simple, dans une cuillère à soupe de terre, il y a plus d'êtres vivants que d'êtres humains sur la planète. Et ce patrimoine vivant inestimable est encore très peu connu. Ouh là là, ça en fait du monde. Oui, et c'est grâce à toute cette biodiversité que nos sols sont si fertiles et qu'ils nous rendent des services inestimables. En premier lieu, bien sûr, ils nous donnent à manger. C'est déjà pas mal, mais c'est loin d'être tout. Les sols filtrent notre eau, ils nous procurent des matériaux de construction comme le bois, de l'énergie via la biomasse que l'on brûle pour se chauffer, des matières premières comme le sable ou encore des vêtements. Des vêtements? Oui, des vêtements, grâce aux fibres textiles qui poussent sur le sol, comme le coton par exemple. Ils nous fournissent même des médicaments. 70% des antibiotiques que l'on utilise aujourd'hui ont été mis au point à partir d'organismes issus du sol. Pourtant, tout ce patrimoine extraordinaire qu'est le sol est menacé. Laisse-moi deviner. C'est à cause de l'homme, je suppose. Malheureusement, oui. Toutes les richesses qui se trouvent dans le sol sont habituellement protégées par les forêts et les plantes qui poussent dessus. Mais chaque année, 13 millions d'hectares de forêts sont défrichés dans le monde. Et nos pratiques agricoles, avec pour seul objectif le rendement, tuent nos sols à petit feu. En laissant les champs sans protection après récolte, on accélère leur érosion. Chaque année, 24 milliards de tonnes de sols fertiles sont emportés par les pluies et le vent dans le monde. Cela fait 3,4 tonnes de sol en moins par habitant. On estime que d'ici 2050, il y aura 2 fois moins de terres cultivables disponibles par tête d'habitants dans le monde. Bref, petit à petit, l'homme ronge sur son garde-manger et sur l'un des poumons de la planète. Alors, nous ont rejoint sur ce plateau Patrick Caron. Bonjour, vous êtes directeur général délégué à la recherche et à la stratégie au CIRAD. Le CIRAD, je rappelle, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, donc un travail au niveau international. Antonio Bispo, bonjour. Vous êtes aussi de l'ADEME et vous êtes ingénieur sol et environnement. D'ailleurs, merci, vous nous avez beaucoup aidé à réaliser le dossier qui est sur notre site. Alors, Dominique Arouet, vous avez fait une grande étude, vous, sur l'état des sols dans la planète. Il y avait un chiffre qui m'avait marqué quand même. On a seulement sur Terre, 22% de nos terres émergées qui sont fertiles. C'est ça. Oui, donc c'est rare, c'est un bien rare. C'est un bien qui est très rare et qui devient de plus en plus rare. Et sur ces 22%, on estime qu'il y en a à peu près 60% qui sont déjà dégradés d'une certaine façon. 60%, plus de la moitié de ces sols fertiles qui sont déjà dégradés. Oui. Alors ils sont dégradés par quoi ? Alors, elles sont dégradées par tout un tas de processus. Principalement, je dirais, si on regarde ça à l'échelle mondiale, les grands enjeux sont d'abord érosion. Vous avez évoqué... Donc les vents, les pluies ? Essentiellement sous l'effet des pluies. Donc essentiellement la disparition du sol sous l'effet des pluies. Il faut savoir qu'il y a des endroits dans le monde où l'érosion va 200, voire 2000 fois plus vite que ce que la nature n'est capable de recréer comme sol naturellement. En France, c'est 20% de notre territoire qui est dans une situation qui n'est pas durable. C'est-à-dire qu'on a des sols qui disparaissent 200 fois plus vite que ce que la nature ne peut les recréer. Donc érosion, urbanisation ? Urbanisation, oui. Dans le monde, c'est 20 millions d'hectares qui disparaissent par an sous le bitume et le goudron. Donc en gros, c'est l'équivalent de toutes les terres arables françaises. Les terres arabes françaises, c'est 19 millions d'hectares. Donc c'est comme si chaque année, dans le monde, on faisait disparaître toute la production agricole céréalière française, par exemple. Donc c'est énorme, c'est monstrueux. Et un autre chiffre, c'est en France, c'est 27 mètres carrés par seconde qui disparaissent. C'est-à-dire que le temps que je dise cette phrase, c'est tout le Grand Palais qui a disparu. On dit aussi que c'est à peu près un département tous les 7 habitants qui Ouais. disparaît. On est passé d'un département moyen français tous les 10 ans dans les années 83-90 à un tous les 7 ans dans les années 2000 jusqu'à 2008.
Et maintenant, on redescend tout simplement parce qu'on a moins d'argent. Mais ça remonte doucement. Antonio Obispo. Je complète juste un point. C'est que l'idée, c'est que quand on perd ces sols en France, par exemple, on perd de la capacité de production, on est obligé de produire ailleurs. Ce qui veut dire qu'on va conquérir d'autres sols dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on peut être amené à déforester à d'autres endroits pour compenser cette production qu'on a perdue ici. Donc en fait, c'est un enjeu national, mais ça a des rebonds en fait au niveau international. On a parlé de l'érosion, l'urbanisation. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, malheureusement, il y en a d'autres. Il y a la contamination qui nous concerne finalement assez peu en France, à part quelques milliers quand même de sites localement pollués, mais on n'a pas vraiment de contamination diffuse très importante en France. Mais dans le monde, il y en a. Il y a des hotspots de contamination. L'exemple type, c'est la Chine. L'exemple type de la Chine, des terres très très contaminées. Vous avez à peu près 20% du territoire agricole chinois qui est contaminé à des tels niveaux qu'on ne peut plus le cultiver, ou alors que ce qui pousse dessus n'est plus vendable. Contaminé par quoi ? Les métaux lourds, du plomb, du cadmium, du cuivre. Tout ça, c'est lié d'une part aux émissions industrielles, c'est lié également aux activités minières à ciel ouvert, c'est lié aussi à l'irrigation avec des eaux qui sont contaminées par ces activités minières. Et on estime par exemple que les pertes de vente de riz de Chine se chiffrent en plusieurs milliards de dollars par an, parce que le riz est à un niveau de contamination tel qu'il n'est pas vendable. Donc eux aussi tenter d'aller chercher ce que vous disiez tout à l'heure, des terres fertiles, des terres agricoles ailleurs, ce qui se passe beaucoup. Patrick Caron, le réchauffement climatique, à votre avis, est-ce qu'il va accélérer un petit peu, encore malheureusement, aggraver la situation ? Il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas à propos du réchauffement climatique ou des perturbations climatiques de manière générale. Et si on regarde entre autres, puisqu'on parle de sol, si on regarde entre autres le lien au rendement agricole, puisque c'est l'un des fondements, on voit, on a la certitude qu'il y a bien une élévation de température. De là à mesurer directement les évolutions du rendement, ce n'est pas si simple, puisque l'augmentation du gaz carbonique, dans un premier temps dans l'atmosphère, a plutôt tendance à faire augmenter les rendements. De la même manière, l'augmentation de la température dans les régions froides a tendance à faire augmenter les rendements. Les cultures s'en porteraient mieux. Les cultures peuvent s'en porter mieux, mais dans le même temps, une augmentation excessive de température bloque d'un point de vue physiologique et fait baisser les rendements. Et puis on connaît aussi l'impact qu'il y a sur la ressource en eau. Et du coup, donc faire la combinatoire de tout ça n'est pas quelque chose qui est spontanément facile. Alors on a des mesures qui ont été faites au cours des dernières années et qui montrent en particulier que une étude qui a été publiée dans Science montre qu'entre 1980 et 2008, il y a eu effectivement une baisse de rendement du blé et du maïs d'environ 5 et 3% généralement. Des collègues de l'IRD, l'Institut Recherche pour le Développement, font des simulations et montrent que dans les... Jusqu'à 2050, ils vont... Voilà, sur l'Afrique, jusqu'en 2050, montrent que selon les espèces, la baisse de rendement est envisageable entre 5 et 20%. Au-delà de ces chiffres, ce sont les populations les plus vulnérables qui vont être affectées. Et ce qu'on peut craindre également, ce sont des mouvements, des changements d'assolement, donc derrière des mouvements des systèmes de production, des migrations. Et on sait, l'histoire l'a montré depuis des décennies et depuis des siècles, à quel point, dès qu'il y a des perturbations de cet ordre-là, et dès qu'on les voit intervenir, ce sont derrière surtout des conflits. Alors, ce qu'on peut redouter aussi, Antonio Obispo, de tout ça, c'est une perte de biodiversité, bien évidemment. En fait, on estime qu'il y a à peu près 25% de la biodiversité mondiale qui est cachée dans les sols. C'est-à-dire qu'on passe à travers, depuis très longtemps, on s'occupe des espèces un peu emblématiques, et on néglige finalement les espèces qu'on a sous nos pieds, et c'est 25% de la biodiversité mondiale. Donc c'est énorme. Donc il y a vraiment un enjeu à savoir mieux ce qu'il y a dans nos sols, quelle est la biodiversité de nos sols, comment ça fonctionne, parce que c'est certainement la clé qui va nous permettre de produire autrement. Quand on saura maîtriser un peu les fonctionnements biologiques et la diversité biologique de nos sols, c'est certainement ça qui va nous faire un pas sur réduire nos intrants, par exemple. D'accord. Et j'aurais tout de suite, pour bien comprendre l'importance qu'ont les sols et que vont avoir les sols,
que l'on regarde cette animation qui nous explique pourquoi et comment les sols sont de véritables réservoirs de carbone. Regardez. Le sol serait un réservoir de carbone. Réservoir de carbone, j'ai déjà entendu ça quelque part, moi. Oui, l'océan et l'atmosphère sont eux aussi des réservoirs de carbone. Mais tu vas voir, le sol a son mot à dire et stocke lui aussi le carbone. Rien qu'en France, 3 à 4 milliards de tonnes de carbone sont stockées dans les 30 premiers centimètres de sol. C'est 3 fois plus que celui stocké dans le bois des forêts françaises. Comment le carbone se retrouve-t-il dans le sol ? Via les plantes et les arbres. C'est l'histoire d'un cycle. Prenons une plante ou un arbre. Pour se développer, il absorbe du CO2 dans l'atmosphère qu'il transforme en matière organique pour former son tronc, ses racines, ses feuilles. Au passage, il rejette de l'oxygène. C'est ce que l'on appelle la photosynthèse. Et puis, cet arbre mange aussi. Sa nourriture, il la trouve dans le sol. Il y puise tous les nutriments et les minéraux qui lui sont essentiels, comme l'azote, le phosphore, le fer, le potassium, le calcium et le magnésium. Lorsque l'arbre meurt, ou que ses feuilles, ses branches mortes retournent au sol, elles se transforment en matière organique. Sa matière organique va être dégradée et transformée en éléments minéraux par les micro-organismes du sol. C'est ce que l'on appelle la minéralisation. Au cours de ce processus, le CO2 retourne progressivement dans l'atmosphère. En d'autres termes, le sol respire. Les minéraux, eux, seront utilisés par les micro-organismes du sol et par les prochaines générations de plantes. La boucle est bouclée et techniquement, il y a autant de carbone dégagé qu'absorbé. L'idée, c'est d'adopter des pratiques agricoles qui n'épuisent pas nos sols, qui sont une ressource limitée et que l'on met à rude épreuve. Bref, il est indispensable d'agir si on veut ralentir le réchauffement climatique et surtout si on veut avoir à manger pour les années à venir. On va bientôt y venir à l'agroécologie, mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur les sols puits de carbone. Bonjour Mathias Ginet, vous êtes chargé de mission au ministère de l'Agriculture, c'est ça qui nous intéresse, vous êtes au ministère de l'Agriculture et vous parlez notamment, vous travaillez notamment sur ce fameux 4 pour 1000. Expliquez-nous clairement et de façon concise en quoi ça consiste. Alors, l'objectif avec le programme 4 pour 1000, c'est mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'une priorité, augmenter la fertilité des sols grâce à la séquestration de carbone. C'est-à-dire les États, les organisations internationales, les ONG, les entreprises privées et les agriculteurs pour changer les pratiques, pour avoir des pratiques qui stockent plus de carbone dans les sols. Qui stockent plus de carbone. Alors, 4 pour 1000, pourquoi 4 pour 1000 ? Ça veut dire quoi ? 4 pour 1000, c'est un taux de croissance. C'est le taux de croissance des stocks de carbone des sols qui permettrait de compenser, de stopper l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Mais 4 pour 1000 de quoi ? De matière organique ? De quoi ? C'est 0,4% de carbone en plus chaque année dans les sols. D'accord, très bien. Mais en clair, pour moi, c'est plus de matière. Il faut plus de matière. Voilà, c'est ça. Il faut plus de matière organique. Tout à fait. Puisque le carbone, c'est le principal indicateur du taux de matière organique des sols. D'accord. Alors, vous dites que si on avait 4 pour 1000, une augmentation de 4 pour 1000, on pourrait compenser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, anthropique. Alors, c'est un slogan, en effet, pour montrer que une variation infime de ces stocks, qui sont très importants. Le stock de carbone dans les sols, c'est 2 fois, voire 3 fois le stock de carbone de l'atmosphère. Ouais. Avec une variation infime de ces stocks, on peut avoir un levier et un impact majeur sur le changement climatique et limiter ce changement climatique. Et l'objectif, c'est vraiment de mobiliser ce levier. D'accord. Et vous lancez ça au moment de la COP21, c'est pas un hasard ? Non, c'est pas un hasard, en effet, puisque d'une part, on a des effets en termes sur l'augmentation des températures, on a aussi des effets d'adaptation au changement climatique. Et l'idée, c'est de profiter de ce grand moment qu'est la COP21 pour valoriser la contribution positive de l'agriculture sur ce dossier du changement climatique. Et la position de la France aussi, parce que c'est un programme qui ne peut pas se contenter d'être hexagonal, c'est forcément un programme international. Tout à fait, ça a été lancé par la France. Aujourd'hui, c'est devenu une initiative internationale. On a plus de 100 organisations et États qui nous soutiennent, des pays développés, des pays en développement, des organisations africaines.
Voilà, c'est vraiment très diversifié et c'est devenu, grâce à la France, une initiative internationale. Alors, on va le voir. Hein. Oui. Moi, je suis le test minimum. Hein. Oui. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, et donc pour que je comprenne, Ouais. pour que tout ça, ça se fasse, il faut que le sol produise quand même. Hein. Il faut produire. Parce que le carbone, il ne va pas... Il ne s'agit pas d'abandonner absorber. les Il ne sols, va ouais. pas s'absorber, il ne va pas être absorbé comme ça dans le sol s'il n'y a pas de production derrière. Donc, je voudrais qu'on nous précise bien, si je ne dis pas de bêtises, et pour produire, qu'est-ce qu'il faut donner au sol, quoi. Hein. On est d'accord là-dessus, Antonio? Ah oui, c'est ça. Il faut amener du carbone. Le carbone, c'est la plante, donc il faut produire des plantes. Il faut avoir des successions, il faut avoir des plantes. Je retourne juste le 4 pour 1000 dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on gère mal les sols, et si on émet 4 pour 1000, on double les émissions. Juste. Ah ouais. Donc il y a un enjeu quand même à gérer les sols. Donc attention, il y a danger. Donc on parlait, ça peut être qu'un programme international, mais est-ce que c'est réalisable et réaliste au niveau mondial? Cela va se jouer complètement différemment d'un endroit à l'autre, tant dans la capacité technique, ce qu'on vient de se dire, mais aussi par rapport aux objectifs, aux enjeux. Nos collègues africains parlent de la séquestration du carbone à juste titre comme d'un moyen d'augmenter la fertilité et parlent de l'atténuation comme un co-bénéfice de l'augmentation de la production et de l'adaptation au changement climatique, l'adaptation étant dans beaucoup de pays le principal objectif. Ce qui montre bien le caractère fédérateur de cette approche par les sols, c'est que dans l'initiative 4 pour 1000, on a des organisations africaines, la CEDEAO, le NEPAD, parce que cette approche par les sols et par le carbone des sols, ils nous soutiennent. Ils sont même parmi les plus actifs avec nous. C'est la question que je voulais vous poser. Comment réagissent les autres pays? Quel écho vous avez? Parce que c'est une annonce récente. C'est une annonce récente et on a un écho très positif puisque depuis quelques mois, on a déjà une trentaine de pays qui sont pleinement engagés dans l'initiative parce que justement, on arrive à répondre à leurs priorités, que ce soit la sécurité alimentaire, l'adaptation au changement climatique ou l'atténuation. On a vraiment ce levier qui permet de concilier les exigences de l'ensemble des pays. Eh bien, on y vient parce que nourrir les sols de matière organique, c'est bon pour le climat, mais c'est bon aussi pour la fertilité des sols. Cela nécessite bien évidemment un petit changement d'orientation ou de méthode de travail pour les agriculteurs. Certains s'y sont déjà penchés ou s'y sont déjà engagés vers ce mouvement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. Regardez, nous avons rencontré quelques exploitants du côté d'Angers. Denis Lézé est agriculteur. Dans son exploitation du côté d'Angers, il fait de l'agriculture de conservation. Dans le jargon, on dit qu'il fait du semi-direct. Il y a 15 jours, il a récolté le maïs semé au printemps et a directement semé le blé sur les résidus de maïs. Et sur cette parcelle, cela fait déjà 4 ans que Denis travaille comme ça. Et les résultats sur le sol sont nettement visibles. Si on regarde de près le sol, on voit les résidus du maïs de la récolte de cette année, les résidus du couvert de sorgho et les résidus du blé de l'année dernière. Et en dessous, bien protégé sous le mulch, on peut voir la vie du sol avec les petits vers de terre. Si on fait des comptages, on va pouvoir arriver à quasiment 100 individus au mètre carré, alors que dans un système conventionnel travaillé, on va être plutôt autour de 30-40 individus. Ce sont ces vers de terre justement qui vont labourer la terre. En creusant des galeries, ils aèrent le sol, remontent les éléments qui sont en profondeur vers la surface et permettent une meilleure infiltration de l'eau. Mais les vers de terre demandent quand même un petit peu de temps pour s'installer. Le sol demande une vraie transition pour passer de son état travaillé mécaniquement à son état travaillé naturellement. Ça ne se fait pas en une année, ça demande 3-4 ans, voire peut-être 5. Et dans cette histoire, les vers de terre ne sont pas tout seuls. Il y a aussi le couvert végétal que Denis sème entre les cultures et qui évite de laisser le sol à nu. Cela le protège de l'érosion et absorbe les excédents d'azote. Et ce couvert, on peut aussi travailler avec pendant que l'on cultive. Ça s'appelle du semi-direct sous couvert vivant. C'est justement ce qu'essaye de faire Arnaud Grosbois. Dans cette parcelle, nous avons à la fois de l'orge et la luzerne qui poussent en même temps. Donc l'objectif, c'est de cultiver 2 cultures en même temps et que quand on va récolter une culture, la deuxième prend la suite et ainsi de suite. La luzerne est une légumineuse et donc la particularité des légumineuses, c'est qu'elle capte l'azote de l'air pour la fixer dans le sol
Et cet azote va pouvoir bénéficier en fait à la céréale qui pousse en même temps que la luzerne. Du coup, Arnaud utilise moins d'engrais. Dans l'idée, c'est le top. Mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Il faut réussir à jongler entre le couvert et la culture pour que les plantes ne se fassent pas concurrence. Et ça, sans avoir recours à des désherbants, c'est pas évident. Bon, pour résumer tout ça, on peut remplacer le travail des machines par la vie du sol et le travail des plantes. En gros, travailler en équipe avec l'environnement. C'est bien pour la biodiversité et pour la conservation du sol, mais ça demande quand même une certaine maîtrise. La difficulté se concentre effectivement sur la période de transition, qui est à la fois une période d'apprentissage pour l'agriculteur, et aussi une période d'évolution du système, et notamment une période d'évolution pour des sols. Toutes ces formes d'agriculture, relevant de l'agroécologie, elles mobilisent énormément les agriculteurs. Elles demandent un savoir-faire, une observation du sol, une adaptation des pratiques à la météo, au fait que tel ou tel ravageur maladie soit présente, qui sont très élevés. C'est pas du presse-bouton. Et justement, comment peut-on inciter les agriculteurs à franchir la barrière ? Il y a des choix politiques qui font justement qu'on doit réadapter notre agriculture. Le souci, pour ma part, c'est qu'on va encourager les exploitants, pas les encourager, on va les contraindre de faire. Et alors ça, c'est pas la bonne méthode. Il faudrait plutôt être sur des objectifs de résultats, déjà. Et les exploitants vont trouver les solutions. Ça met des années à faire un changement, donc on ne peut pas dire tiens l'année prochaine tout le monde change. Il faut, comme c'est un changement de mentalité, c'est un peu long quoi. Raison de plus pour l'accompagner. Allez, au boulot. Voilà, alors pour aborder ce nouveau chapitre avec nous sur le plateau, Jean-Claude Bévillard, bonjour. Vous êtes vice-président de l'association France Nature Environnement, chargé des questions d'agriculture. Et Christian Rousseau, vous êtes agriculteur, viticulteur aussi, je crois. Vous êtes un homme de terrain et vous êtes président délégué à l'agriculture de Vivessia, c'est un groupe coopératif agricole, et également membre de l'Institut de l'agriculture durable. Avant d'aborder les modifications, les changements de techniques pour les agriculteurs, comment vous réagissez à l'annonce du 4 pour 1000 fait par le ministère ? Est-ce que ça vous paraît être quelque chose de réaliste et réalisable ? Alors, à première vue, c'est un peu décoiffant. Quand on y regarde de plus près, c'est tout à fait atteignable. Alors attendez, pourquoi décoiffant ? Parce que d'abord, augmenter 4 pour 1000, ça veut dire, jusqu'à maintenant on ne l'a pas tout à fait dit, ça veut dire d'augmenter le taux de matière organique de 0,4% tous les ans. Ouais. C'est-à-dire qu'en 30 ans, on va passer de 3,4 à 4% de matière organique, par exemple. Donc c'est un phénomène assez lent, qui est atteignable. Enfin, moi, je suis pour ma part en semi-direct sous couvert végétal. Depuis 20 ans que j'ai arrêté le labour, j'ai... Semi-direct, on est d'accord, on ne laboure pas. On ne laboure pas, on ne travaille pas le sol ou très peu. D'accord. Et on a augmenté le taux de matière organique entre 0,5 et 1%, selon les sols. Selon les sols. Il y a des sols où ça va moins vite, et des sols où ça va plus vite. Et on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est possible. Jean-Claude Bévillard, votre réaction, vous, au 4 pour 1000 ? Alors, nous avons soutenu immédiatement... même si on est encore en attente pour l'instant du plan d'action pour y arriver, parce que autant l'objectif est louable, louable et quasiment impératif, autant le chemin pour y arriver n'est pas facile. Et je dirais que pour nous, ça va de pair avec l'agroécologie. On ne peut pas imaginer un objectif comme celui-là sans une mise en œuvre réelle de l'agroécologie. Et je le dis tout de suite parce qu'on n'a pas l'habitude de tourner autour du pot. Pour l'instant, les mesures pour mettre en œuvre l'agroécologie ne sont pas encore au rendez-vous. Donc voilà, nous soutenons dans l'esprit de pousser pour que ça vienne. D'accord. Mais est-ce que, justement, c'est quantifiable aujourd'hui? Est-ce qu'on connaît le nombre d'agriculteurs qui s'orientent vers l'agroécologie? Les agriculteurs sont sensibles à plusieurs phénomènes. D'abord, les rendements n'augmentent plus malgré la technique. Et depuis 10 ans, les rendements de blé stagnent. Même si cette année, on est un peu au-dessus de la moyenne. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, la société nous regarde sur les manières de produire et nous critique sur le fait qu'on utilise plus ou moins des pesticides, etc., etc. Donc les agriculteurs, qui ne sont pas des gens têtus, qui sont plutôt des gens intelligents et qui sont très agiles, se disent il faut utiliser d'autres solutions. Et alors, moi, je fais partie de ceux qui leur expliquent depuis longtemps qu'il faut changer de système. Vous l'avez fait? Je l'ai fait. Au départ, ils m'ont pris pour un sorcier et un écolo. C'est pas grave. Mais il y a combien de temps que vous l'avez fait? Il y a 20 ans. Il y a 20 ans que j'ai arrêté le labour et je suis en semi-direct sous couvert depuis une dizaine d'années environ. D'accord. Et donc, après m'avoir pris pour un sorcier et un écolo, ils me disent
Bon, écoute, je pense que tu as raison, mais c'est le gamin qui le fera chez moi, hein, parce que moi, je te comprends, j'arrive à 60 ans et... Bah oui, mais il faut changer quand même beaucoup d'habitudes. Mais vous vous rendez compte qu'on prend des risques extraordinaires, parce que l'agriculture que nous conduisons actuellement est une agriculture qui est extrêmement bien maîtrisée, techniquement très au point, très affinée. Et tous les techniciens qui sont autour de nous, nos conseillers, sont des gens qui ont été formatés dans ce schéma. Donc leur expliquer aujourd'hui à nos agriculteurs et à nos techniciens que demain, il va falloir produire autrement, par exemple, comme fait Denis Lézé, écoutez, l'agriculteur, il dit, attends, moi je prends un risque, parce que si demain j'ai moins de rendement, qui va payer mon risque? Qui va payer mon risque? Voyez-vous? Et ça, c'est un frein, évidemment, incontestable. De ce que vous connaissez des agriculteurs, combien de temps faut-il raisonnablement pour passer d'une agriculture à une autre? Allez, entre 1 an et 5 ans. Moi, j'ai un technicien dans le sud de notre zone qui fait passer les agriculteurs directement du conventionnel à l'agriculture de conservation, on va dire ça comme ça. Mais c'est une zone plus polyculture-élevage, c'est plus facile qu'une zone strictement céréalière. Il le fait en 1 an. Et le problème, c'est que quand on regarde les enjeux environnementaux, on parle du non-labour. Bon, excellent. Si ça n'entraîne pas une augmentation de l'utilisation des désherbants pour détruire les adventices, ou ce qu'on appelle plus communément les mauvaises herbes, parce que c'est vrai que le non-labour, si l'assolement n'est pas adapté, peut entraîner un problème de développement de mauvaises herbes ou, par exemple, de développement de limaces, par exemple. Donc, si le non-labour entraîne une augmentation des traitements, on n'a pas gagné grand-chose. Donc, il faut bien que l'assolement soit diversifié. Il faut bien qu'on ait plusieurs cultures complémentaires qui permettent de maintenir l'équilibre. Effectivement, que si on passe du système labour au système non-labour, on a plus de risques herbicides et on a plus de résistance des graminées, notamment. Mais il faut évidemment changer tout le système. Ce n'est pas que d'enlever la charrue et de remettre un soir de semi-direct, c'est tout le système. Alors, posons la question des intrants. Vous dites le semi-direct, c'est pas suffisant. Il faut savoir aussi après ce qu'on met dans la terre. Je voudrais quand même qu'on fasse une mise au point, parce qu'on nous parle tout le temps des engrais azotés. Est-ce que ça sert à la plante? Quels sont les risques, etc. et tout. Mais on va avoir une réponse très précise par Antonio Bispo, qui était avec nous là juste tout à l'heure, mais on va l'avoir dans le sujet où il nous a accordé cet entretien pour le dossier. Regardez tout de suite, on fait le point sur l'azote. À quoi ça sert l'azote? Alors l'azote est essentiel pour la croissance des plantes, hein. Ça rentre en fait dans la synthèse des protéines des plantes. Et donc on sait que quand on en ajoute, la plante en général répond positivement et on augmente le rendement de la plante. Peut-on en mettre autant qu'on veut? Alors si c'est mal calculé, c'est-à-dire si on en met de trop, la plante n'exploite pas tout l'azote qu'on lui a mis et une partie reste dans le sol et peut être lessivée par les eaux par exemple. Et une autre partie peut aussi être transformée en N2O, qui est un gaz à effet de serre et qui se retrouve dans l'atmosphère. Il est 300 fois plus puissant que le CO2 et donc il augmente de beaucoup le réchauffement de la planète. Si l'azote se répand dans l'eau, c'est grave? Alors l'azote est un problème dans l'eau parce qu'elle va forcer les organismes aquatiques à se développer beaucoup, notamment les algues. Et donc on va avoir ce qu'on appelle une eutrophie du milieu, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de développement. Et donc ça va consommer pas mal d'oxygène, par exemple, dans le milieu. Que doit-on faire alors? L'azote peut être raisonné, c'est-à-dire que les agriculteurs ont à leur disposition des analyses. Ils peuvent faire des analyses de sol sorties hiver, par exemple, avant leur campagne de fertilisation. Et puis il peut aussi être fractionné, c'est-à-dire l'apporter quand la plante en a besoin. C'est-à-dire qu'on peut en mettre moins déjà, et puis le fractionner, ne pas mettre tout d'un coup. Et ensuite, on sait que pour certaines plantes, on sait combien il leur faut en azote pour se développer. Et donc on peut complètement raisonner ces apports-là. Et c'est ce que beaucoup d'agriculteurs commencent à faire, et ils raisonnent les apports en azote pour éviter d'en mettre trop. C'est toujours un sujet un peu sensible, hein, l'azote. Vous vouliez réagir, Philippe Télus-Borde? L'explication est très bonne, juste peut-être une précision qui est majeure. Dans la plante, bah oui, il a bien dit qu'il y avait, avec l'azote, la fabrication des protéines. Moi, je rajouterais un point qui est quand même aussi tout à fait essentiel, c'est que c'est aussi la base de la chlorophylle. Pas de photosynthèse s'il n'y a pas de chlorophylle dans la plante, et l'azote, le noyau azote dans la chlorophylle, c'est un peu comme le fer dans l'hémoglobine, quoi. Donc c'est très très important, ça. Mais aujourd'hui,
manifestement, il y a d'autres façons d'apporter de l'azote dans le sol, et notamment les légumineuses. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être suffisant ? Puisque les légumineuses, on rappelle, c'est les haricots, les pois, la luzerne, etc. Et toutes ces cultures qui permettent de capter directement, ce sont les sols qui peuvent faire ça, capter directement l'azote de l'air pour l'emmener et la mettre dans la terre. Si on a un assolement avec une présence de légumineuses bien gérée, on peut quasiment se passer d'azote minéral. Bon, éventuellement, on peut en utiliser un peu, mais pas dans les proportions d'aujourd'hui où, il faut bien le reconnaître, l'utilisation de l'azote est faite aussi souvent par précaution, c'est-à-dire que on calcule tout simplement le prix de l'azote qu'on met dans le champ et le prix du quintot de blé qu'on va sortir du champ. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'on a tendance à forcer la dose parce qu'on se dit, après tout, le risque n'est pas gros, on est mieux en mettre un peu plus, ça va garantir les derniers quintaux et éventuellement garantir un peu le taux de protéines. Et c'est ça qui fait que là, on n'est plus vraiment dans l'agronomie. Et en fait, le secret de l'histoire, c'est bien de revenir à l'agronomie. Quand on fait du colza avec des plantes compagnes, donc ce sont des plantes qui, comme son nom l'indique, accompagnent le blé dans lequel on met des légumineuses, ces plantes-là permettent d'apporter en moyenne 30 unités d'azote à la culture de colza et protègent le colza contre l'émergence des adventices, notamment, et on désherbe moins. Donc vous voyez que l'association des couvertures végétales avec les plantes cultivées amène des bénéfices environnementaux du point de vue de l'azote, amène des bénéfices du point de vue de l'émergence des adventices, enrichissent le sol en azote et en matière organique, donc stocke du carbone, et à partir du moment où le sol est bien constitué en matière organique, on observe deux choses. La première, c'est qu'on stocke plus d'eau, donc le sol est plus résilient par rapport à la sécheresse. Or, on est en changement climatique, ça c'est intéressant. Deuxièmement, il est plus capable de détoxifier les matières pesticides qu'on met en émergence, parce qu'il a un humus qui dégrade les matières organiques, et il conserve l'azote qui ne descend pas dans la nappe. Donc c'est un changement de paradigme, comme on dit, qui va faire que demain, on va devenir plus agroécologique, si on peut dire ce terme-là, avec donc les solutions, c'est des rotations longues, c'est des sols peu travaillés, c'est des intercultures, des sols toujours couverts, avec une productivité élevée, et une recherche de captation de l'azote de l'atmosphère. Une productivité élevée, ça veut dire quand même beaucoup d'innovation, retour à l'agronomie, et des agriculteurs à la pointe de la technique. C'est tout l'intérêt et l'objectif du projet agroécologique qui a été lancé par le ministre Le Foll, c'est passer des pionniers vers la généralisation, en s'appuyant sur 3 piliers: former, parce que c'est important de former les conseils, former les agriculteurs, parce que c'est des techniques nouvelles, le soutien financier, avec notamment le doublement des aides sur les mesures environnementales qui a été décidé. Vous êtes en train de nous annoncer les soutiens que le ministère est prêt à apporter. C'est ce qui a déjà été fait, ce qui est fait pour faciliter cette transition. Mais tout à l'heure, on disait que ça n'allait pas assez. L'innovation, c'est-à-dire à partir des pratiques justement et des difficultés qu'on peut rencontrer lors de cette transition, mettre au point les techniques adaptées. Et ça, c'est le rôle de la recherche et des instituts de recherche en France. Donc on a vraiment ces 3 piliers pour faciliter la généralisation des pratiques agricoles sans les imposer, parce que c'est important aussi de ne pas être dans une approche normative, je pense, mais vraiment encourager les gens. D'accord. Alors, il y en a qui le pratiquent aussi, justement. On va regarder un reportage sur la permaculture. Là, on va quasiment beaucoup plus loin. On va jusqu'au bout des choses. C'est presque plus qu'un métier, c'est un état d'esprit. Enfin, voilà, on va regarder ce que ça donne. La permaculture. Sur le domaine du château de la Bourdésière en Touraine se trouve la ferme expérimentale de l'association Ferme d'Avenir, une ferme en permaculture. La permaculture, c'est une méthode de conception qui permet de s'inspirer de la nature pour répondre aux besoins des humains. Si on s'approche le plus possible des manières sauvages de pousser, parce qu'en fait il y a des plantes sauvages partout, et si notre agriculture s'inspire de ça, elle va gagner en efficacité. Donc c'est un peu une nouvelle vision de l'agriculture, c'est travailler avec la nature plutôt que contre elle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? À peu près toutes les variétés actuelles ont été sélectionnées sur 2 critères, le fait qu'elles produisent énormément et le fait qu'elles se conservent très très bien. Par contre, elles ont une fragilité hallucinante, colossale,
à tous les petits tracas de la vie, que ce soit une maladie, des difficultés climatiques. Et du coup, on est obligé de les traiter. Et en plus d'abîmer l'environnement, en bout de chaîne, ça finit dans nos assiettes. L'alternative, c'est donc de revenir à des espèces plus résistantes et en adéquation avec leur environnement. En hiver, on va plutôt cultiver des blettes et de la mâche que des tomates sous serre chauffée. Mais attention, pas question d'oublier le rendement pour autant. Le but de la permaculture, c'est de répondre aux besoins des humains. On veut sauvegarder l'écosystème en nourrissant les humains. Parce que si on fait de l'écologie pour l'écologie, on ne voit pas bien l'intérêt. C'est bien là toute la difficulté, être productif et écolo. Tout le travail se fait à la main. Et ça, c'est un choix extrêmement audacieux et difficile du point de vue économique. Parce que ça va beaucoup plus vite et ça coûte beaucoup moins cher de faire travailler le pétrole que de faire travailler les gens. Alors pour rééquilibrer un peu la balance, on joue sur la productivité au mètre carré. Plus besoin de faire passer des engins, donc on peut optimiser l'espace. Pour éviter les mauvaises herbes, on va planter bien dense. Et pour assurer les rendements, on va planter plusieurs fois dans l'année, enrichir le sol avec des fumiers naturels et des composts, et on va aussi jouer avec la nature, en associant les différentes espèces. Si on sème au même endroit des carottes et des radis, les radis vont pousser très vite, alors que les carottes poussent très lentement. De ce fait, on aura le temps d'avoir une récolte de radis, les carottes auront à peine commencé à pousser, et quand on aura récolté les radis, les carottes pourront s'épanouir. Le radis aura rendu service à la carotte, parce que pendant qu'il aura couvert le sol de son feuillage, il a évité qu'il y ait des mauvaises herbes qui poussent à sa place. C'est plein de techniques comme ça qui permettent de gagner en efficacité. Habile, mais bon, c'est quand même beaucoup de boulot. C'est plus de travail, on y passe un peu plus de temps, mais au moins on peut être minutieux. Et puis on y trouve l'autre avantage, c'est qu'on utilise beaucoup moins d'énergie fossile. Et tout ça, ça marche économiquement ? On peut gagner sa vie, on peut donner de la nourriture à des gens, on peut créer des écosystèmes diversifiés. Tout ça, c'est des bonnes raisons de faire de la permaculture. On ne fait pas fortune en faisant du maraîchage écologique, ça c'est sûr, mais on peut avoir un salaire qui va, qui va s'établir entre 1 000 et 2 000 euros net. Quelle place pour ce genre d'agriculture, vous pensez aujourd'hui ? Votre point de vue ? Je crois que ce sont des pionniers. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait la force de faire cela. C'est un sacré travail, c'est énorme. Mais par contre, c'est un travail d'exploration, ce sont des chemins qui s'ouvrent et qui serviront et qui servent déjà à l'ensemble de l'agriculture. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour l'agriculture biologique. Pour vous, c'est un peu expérimental alors ? Non, je ne dis pas expérimental, mais je dis que en tout cas, la première vertu de fermes comme celle-là, c'est d'avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'agriculture. Nous sommes en Champagne-Ardenne en train de mettre en place une ferme expérimentale sur une ancienne base aérienne au nord de Reims, ça s'appelle la ferme 112, dans laquelle Vivessia est partie prenante, bien entendu, dans laquelle nous allons tester un certain nombre de systèmes innovants, totalement déphasés par rapport à l'agriculture conventionnelle, parce que là, il faut jouer vraiment un peu le professeur tournesol. Par exemple ? Par exemple, on va faire des systèmes avec des couverts permanents. Des couverts de légumineuses permanents dans lesquels on cultive du blé, de la betterave, etc. Et moi, je vous jure que si on est capable de démontrer à la société que nous allons stocker l'intégralité du carbone produit par l'ensemble des activités humaines tous les ans dans nos sols, pendant un certain nombre d'années, parce qu'après, on va tendre vers une asymptote quand même, on va avoir un autre regard sur l'agriculture, croyez-moi. Voilà, alors évidemment... On a vu cette partie française. Pour aller vers la conclusion de cette émission, nous allons nous ouvrir à nouveau un petit peu vers l'international pour voir comment ces techniques peuvent éventuellement s'adapter. Voilà, ce sera la conclusion de l'émission. Donc je voudrais qu'on prenne la direction tout de suite du Sahel pour voir évidemment les problèmes de désertification qui se posent là-bas et les quelques solutions qui sont malgré tout entre les mains des agriculteurs dans cette zone d'Afrique. Regardez. Au Sahel, c'est une vraie crise des sols qui fait rage. Sur tout ce territoire qui borde le sud du Sahara, la désertification est un cauchemar qui s'ajoute au quotidien d'une population par ailleurs fragilisée par l'instabilité de la région. Une population dont 80% dépend directement des ressources naturelles et pour qui la dégradation du sol a un impact immédiat. C'est une dégradation des sols qui coupe à la fois perte en matière organique, érosion,
donc dégradation de l'état physique. Alors c'est dû à une conjonction il y a bien sûr des facteurs climatiques, aridification de la zone, mais aussi souvent des problèmes de surpâturage, de surexploitation, parce que la population a augmenté, donc il y a une surexploitation des sols. Donc, de plus en plus de monde, de moins en moins de sol et des températures qui montent, qui montent, qui montent. Heureusement, tout n'est pas perdu. Dans ces situations extrêmes, l'agroécologie est la clé. Il y a un certain nombre de pratiques qui ont un potentiel certain. C'est en tout cas des pratiques d'agroforesterie, donc planter des arbres qui poussent bien dans le climat, qui vont aller chercher leurs réserves, les réserves d'eau et les réserves en éléments nutritifs très profonds dans le sol, et donc d'ailleurs qui vont remonter les éléments nutritifs des horizons profonds du sol à la surface, puisqu'ils remontent les éléments nutritifs pour fabriquer leurs feuilles retombent à la surface du sol, et l'azote, le phosphore, le potassium contenus dans ces feuilles, du coup, se retrouvent à la surface du sol. Et c'est comme ça que l'on refertilise le sol. Bon, reste encore à régler le problème de l'eau. Disponible en très petite quantité, il faut essayer de la concentrer sur des petites surfaces cultivables. Il y a des pratiques traditionnelles, comme faire des petits cordons pour limiter le ruissellement de l'eau, que l'eau se concentre à certains endroits. Vraiment par des petites surfaces, on va apporter du compost ou du fumier, ce que l'on a comme ressource organique, pour enrichir le sol très localement, ce qui fait que l'eau va s'infiltrer là. Donc on va avoir une petite surface du sol qui va être plus fertile, qui va bénéficier de meilleures conditions, et c'est là qu'on va semer. On ne cherche pas à tout cultiver, mais à concentrer les ressources qu'on a peu, matière organique et eau, sur de petites surfaces. Ce sont des choses qui sont déjà en pratique au Sahel. Certaines de ces pratiques, comme le zaï, sont des pratiques anciennes. Le problème, c'est qu'elles sont extrêmement consommatrices en main-d'œuvre. Et de la main-d'œuvre, il y en a de moins en moins dans les champs, car les sécheresses répétées, combinées aux pressions politiques, économiques et sociales, ont poussé les populations vers le sud et vers les côtes, augmentant la concurrence pour l'eau et les terres fertiles. La solution, localement, passe donc par la sensibilisation et le partage des savoirs autour de ces pratiques pour montrer que oui, ça peut marcher. À l'échelle mondiale, ce qu'il faut surtout faire, c'est de limiter le réchauffement pour éviter que la situation n'empire. Voilà, on va conclure sur cette partie internationale. Sébastien Treyer, merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur du programme Agriculture et Alimentation à l'IDRIS, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Vous êtes notamment spécialiste des questions de sécurité alimentaire. Est-ce que les modèles français dont on a parlé tout à l'heure, on peut s'imaginer qu'ils se transposent dans certains pays étrangers? Quel est votre point de vue? Il faut vraiment considérer ces trajectoires agroécologiques comme un bon candidat potentiel. Il faut encore prouver que ça marche, parce qu'elles pourront donner des emplois. Effectivement, vous soulignez que c'est très intensif en main-d'œuvre. Elles sont peut-être moins intensives en capital et donc elles sont peut-être plus accessibles à des petits agriculteurs. Alors là, je suis en train de faire le plaidoyer pour cette agroécologie, mais c'est des promesses qu'il faudrait encore confirmer. Et puis, il y a toute cette logique de diversification. Ce dont on parle avec l'agroécologie, alors le Sahel n'est peut-être pas l'exemple le plus illustratif, mais dans des écosystèmes agricoles tropicaux, il y a un paysage agricole très très complexe entre des couverts céréaliers, arbustifs et puis des arbres qui sont très productifs et qui demandent une gestion très intelligente, donc très intensif en main-d'œuvre et en connaissances. C'est un vrai défi, mais ça peut être une manière, par la diversité des productions, d'être aussi beaucoup plus résilient face aux chocs sur les marchés ou aux chocs climatiques, parce qu'on a une diversité de production sur la même exploitation. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que derrière l'agroécologie, on peut pointer tout un tas d'éléments qui en font un candidat tout à fait intéressant en matière de sécurité alimentaire également. Est-ce qu'il a été expérimenté quelque part ? Elle est largement expérimentée. Moi, je l'ai constaté sur le terrain au nord de Ouagadougou. Sont capables de produire des rendements plus importants que ceux où on utilisait à la place des techniques de zaï des intrants chimiques. Donc on a, sur des exemples concrets, la preuve que ces techniques agroécologiques ne sont pas le fait de rester dans une agriculture pré-moderne, mais au contraire des manières innovantes d'intensifier l'agriculture. Donc on a des preuves, et pas que à des petites échelles. Le problème, c'est qu'effectivement, pour administrer cette preuve, il faudrait pouvoir mettre sur la table des agroécologies qui sont à chaque fois très adaptées à l'écosystème local. Et donc, on a du mal à monter en échelle pour faire la preuve que ça marche. D'où votre travail, par exemple, de toujours collaborer avec des personnes dans chaque pays pour essayer d'adapter le mieux possible. Une recherche qui s'intéresse aux pratiques, une recherche qui féconde les connaissances entre
entre conception moderne et savoir-faire paysan, une recherche qui aussi éclaire le monde et comprend un petit peu ce qui est en train de se passer. Moi, je rejoins Sébastien sur le fait que aujourd'hui, si on le regarde à l'échelle planétaire, cette question de l'agroécologie, qu'on nous dit souvent, oui, mais c'est bien joli, on ne va pas pouvoir nourrir la planète. Bon, 9 milliards d'habitants, 10 milliards d'habitants, même pas peur. Ouais, ça, ce sont les projections pour 2100 2050, 2100. Oui, 2050, on est enfin c'est large, on est, je crois, entre 9 milliards et 12 milliards. Au moment où la démographie va se stabiliser. Mais quand je dis même pas peur, je ne néglige pas cette question. Je dis simplement que la question, elle est autre. Elle n'est pas uniquement de produire en termes de volume aujourd'hui, elle est de pouvoir alimenter, mais dans des conditions qui tiennent compte de la création d'emplois, qui tiennent compte de des questions environnementales et qui à chaque fois répondent aux objectifs des sociétés locales. On conclut, on arrive au terme de cette émission. Jérôme Mousset. Oui, ce que je voulais aussi rappeler dans cette réflexion-là, c'est qu'il y a effectivement une révolution par l'ampleur des changements qui sont attendus, mais je pense que ce qu'on a bien entendu dans les témoignages, c'est que les pratiques qui permettent de faire du stockage du carbone ne sont pas forcément des pratiques de rupture. On les connaît, les agriculteurs les mettent déjà en place, c'est des prairies, c'est du non-labour, c'est de la gestion de la matière organique, de l'agroforesterie. La vraie question qui se pose, elle a été évoquée dans le débat, c'est comment on crée le changement. Comment on crée cette transition pour amener les agriculteurs dans cette voie-là. Et là, je pense qu'il y a différentes choses que je voudrais souligner, 3 points. Continuer à améliorer les connaissances et le transfert des connaissances, notamment sur ces questions de transition. On a abordé les questions économiques. Toutes les évolutions ne sont pas synonymes de surcoût. On a identifié dans les études qu'on a des solutions techniques chez les agriculteurs qui sont à coût nul, voire à coût négatif. Il y a donc d'autres freins qui peuvent être organisationnels, techniques, qu'il faut solutionner, mais il y a des voies de ce côté-là. Deuxième chose, ça a été souligné par Mathias tout à l'heure, je pense qu'il est très important, c'est que ce n'est pas que la question des agriculteurs, mais c'est la question de l'ensemble des filières. Ça ne bougera que si l'amont, l'aval, et je dirais même jusqu'au consommateur, tout le monde s'implique dans ce changement-là. On a déjà des expériences positives qui émergent, des coopératives qui mettent en place des systèmes internes pour accompagner donc les agriculteurs dans cette voie-là. Et puis l'enjeu, c'est bien d'arriver à un moment donné de donner l'information environnementale aux consommateurs pour qu'ils puissent, dans son acte d'achat, accompagner ces filières. Et puis la troisième voie, c'est aussi ne pas oublier les collectivités, qui ont un rôle aussi essentiel, je pense, dans ces questions de stockage du carbone, pour réduire l'artificialisation des sols. Voilà. Ouais. Et puis aussi dans la mise en œuvre des politiques locales agricoles. D'accord, donc ça concerne aussi directement les politiques locaux, les conseils régionaux, voilà. Etc. Et tout, qui doivent veiller à cela. Philippe Tillousbord, sans vouloir, on est en France, on est à l'étranger, sur quoi vous voulez conclure? Sur le plan français, notre territoire, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, ça a été trop riche. Simplement souligner un point où on est passé un peu vite, c'est le sujet de l'eau et de la gestion de l'eau. Dominique Arouette a fait une allusion très forte aux problématiques des érosions pluviales et a dit qu'il faudra, qu'on savait faire, qu'il faudrait gérer ça. Vous savez aussi, on l'a dit, que pour produire, il faut de l'eau. Donc je pense que le sujet de la gestion de l'eau est quelque chose de très important, qu'il faut regarder dans le futur avec, je dirais, intelligence, pragmatisme bien sûr, et sans affrontement. C'est un point, à mon avis, fondamental. Le deuxième, je dirais, remarque conclusive un petit peu, c'est justement sur les propos qui ont été tenus sur l'Afrique. Moi, je pense qu'il y a un vrai message d'espoir, parce qu'on voit bien que sur l'Afrique, c'est effectivement là où le challenge en termes de population est sans doute le plus important. On parle de plus de 800 millions d'habitants dans les 30 ou 35 ans à venir. C'est quand même énorme. Et on a parlé de technique culturelle, d'approche très, je dirais, adaptée aux différentes conditions de ce grand continent. Il y a donc de l'agronomie derrière. Et quand on voit que si on est sur une stratégie de production au niveau local,
qui doit être amplifiée. On l'a dit au niveau national, mais c'est la même chose. La même vision doit être au niveau africain. Eh bien, on voit que si l'Afrique se met dans ces conditions-là à produire bien et plus, ben, elle va aussi participer à ce puits de carbone, puisque derrière cela, il y a de l'absorption du CO2. Donc je trouve que là, on boucle d'une manière positive et intelligemment la boucle. Parfait. Eh bien voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et je vous renvoie, si vous voulez en savoir peut-être pas plus, mais d'autres informations complémentaires, je vous renvoie sur le dossier de l'espritsorcier.com qui est consacré au sol et au climat. À bientôt. Ciao.